Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, je vous propose, dans le cadre du chapitre 1 d'histoire du programme de terminale technologique, donc consacré à l'époque révolutionnaire, deux séances sur l'Empire napoléonien, sachant donc l'œuvre de Napoléon Bonaparte est étudiée dans la continuité de la Révolution française, hein. Donc c'est toujours le même chapitre, hein, que celui consacré à la Révolution française et au bouleversement qu'elle a généré en Europe. Donc en séance 3, je propose en titre et en problématique quelles sont les caractéristiques du régime du consulat, donc de 1799 à 1804. Et en grand 1, on va d'abord revenir sur les conditions d'arrivée au pouvoir de Bonaparte, mais aussi définir ce nouveau régime. Donc, on se souvient que la Première République avait été proclamée en 1792, qu'elle avait connu une première phase plutôt dominée par les montagnards, autrement dit Danton Robespierre, qui avait instauré la terreur. Ensuite, Robespierre avait été éliminé, et en 1795, toujours dans le cadre de la République, hein, arrive un nouveau régime qu'on appelle le régime du Directoire, donc qui est une république plus modérée, on dirait une république bourgeoise, avec à la tête de l'exécutif 5 directeurs. Donc évidemment pour éviter la dictature d'un seul homme et les dérives qu'on a pu connaître sous l'égide de Robespierre notamment. Sauf que ce régime, on l'avait vu, est rapidement, mais voilà, confronté à quelques difficultés, notamment une menace royaliste qui existe toujours, hein, sachant voilà, que les émigrés, donc les nobles qui ont fui la Révolution française, n'ont pas dit leur dernier mot et veulent reprendre le pouvoir, avec le soutien notamment des Anglais. Sachant également qu'il y a des insurrections populaires, notamment une, alors que je l'avais pas évoquée, mais je vous le dis là, qui s'appelle la conjuration des égaux. Voilà, c'est une insurrection, on va dire, populaire, donc proche des milieux des sans-culottes, hein, dirigée d'ailleurs par un dénommé Gracchus Babeuf. C'est un pseudonyme, hein, Gracchus, en hommage à des Romains. Enfin bref, en tout cas, ce Gracchus Babeuf, on dirait maintenant, voilà, l'extrême gauche, on dirait, pour donner un terme moderne, sera guillotiné. Donc voilà, le régime du Directoire est contesté en interne, et c'est surtout voilà la menace royaliste qui fait craindre aux républicains voilà un retour des Bourbons, hein, notamment donc de Louis XVIII. Et donc pour revenir un petit peu quand même au contexte, le Directoire, ça aussi on l'avait vu, avait besoin de fonds, d'argent, et avait lancé des guerres en Italie. Alors officiellement pour, on va dire, créer des républiques au nord d'Italie, ce qu'on va appeler les républiques sœurs, mais officieusement c'était aussi pour la France récupérer les richesses, hein, de l'Italie. Et donc dans ce contexte-là, va se couvrir de gloire un jeune général d'origine corse, qui est bien sûr Napoléon Bonaparte, donc il va remporter, notamment sur le pont d'Arcole, première grande, on va dire, bataille où s'illustre Bonaparte, donc différentes victoires contre les Autrichiens qui à l'époque dominaient le nord d'Italie. Il va mener également une campagne en Égypte contre les Mamelouks, donc qui sont des Mamelouks, c'est des esclaves turcs affranchis, enfin bref. Donc les Mamelouks qui étaient alliés aux Anglais. Donc je vous ai parlé des détails, mais voilà, Napoléon est au départ vainqueur en Égypte, mais il va devoir ensuite quitter la place, et puis l'Égypte va revenir sous protectorat britannique. Enfin voilà, en tout cas, Bonaparte fait figure de nouvel homme fort, enfin en tout cas de celui qui pourra consolider la République et faire face à la menace royaliste. Alors pourquoi j'ai planté un petit peu le décor de tout ça? Parce qu'en clair, Bonaparte, en fait, va être appelé au pouvoir par certains directeurs.
notamment l'abbé Sieyès, dont on avait parlé au tout début de la Révolution. Il a une longue carrière, celui-là, parce que c'est lui qui a pris la parole lors du fameux serment du jeu de paume de juin 1789. Et donc Bonaparte est vu comme celui qui pourra mettre fin aux troubles de la Révolution, mettre fin aussi à la menace royaliste. Donc il est appelé au pouvoir, pour ainsi dire. Donc c'est un coup d'État, mais en interne. Et il va débouler dans l'Assemblée le 9 novembre 1799. Le calendrier révolutionnaire stipule le 18 Brumaire de l'an 7. Donc c'est resté célèbre, le coup d'État du 18 Brumaire. Brumaire qui était le mois de novembre dans le calendrier révolutionnaire. Et donc, voilà, Bonaparte arrive au pouvoir avec le soutien de certains dirigeants du Directoire qui pensent pouvoir, on va dire, le garder sous la main. Et évidemment, au départ, il n'imagine pas qu'il va accaparer tous les pouvoirs pour se faire proclamer empereur. Donc voilà pour le contexte. Je rentre pas trop dans les détails, je fais des généralités. Voilà. Et en deuxième point, on va voir la nature de ce régime, et on pourra le qualifier de régime autoritaire. Alors il faut d'emblée faire un avertissement, parce que le consulat, donc, et c'est toujours la République, parce qu'on voit souvent l'erreur d'ailleurs, on a l'impression que la Première République prend fin en 1799 avec le coup d'État de Bonaparte. Eh bien non, officiellement en tout cas on va dire, le régime du consulat, c'est toujours la République, même si voilà, c'est une République plus autoritaire. Et la République prendra fin là avec la proclamation impériale de 1804, dont on parlera plus tard. Donc Bonaparte devient chef de l'exécutif au titre de premier consul, sachant qu'il a au départ deux autres consuls qui l'assistent, mais dont les pouvoirs sont réduits. Et donc Bonaparte, même s'il maintient la fiction de la République, il va éclater le pouvoir législatif en 3 assemblées, évidemment, selon l'adage divisé pour régner. Et d'ailleurs, les candidats aux élections législatives sont choisis par les consuls, même si en théorie, le suffrage universel a été rétabli, parce qu'il avait été aboli par le Directoire qui avait établi le suffrage censitaire, c'est-à-dire en fonction de l'impôt. Donc, on peut vraiment qualifier ça de république autoritaire. Et en 1802, après un plébiscite, donc un plébiscite, c'est, on pourrait dire, un référendum, une consultation électorale, mais dont le résultat est connu à l'avance, l'idée étant évidemment de flatter le chef ou de consolider son pouvoir. Et donc après un plébiscite, Bonaparte devient premier consul à vie. Donc c'est une première étape vers le régime impérial. Donc on est là en 1802. Alors cette période de relative stabilité ou de relative paix, on verra, même s'il y a quand même des conflits en Italie, on y reviendra, mais va permettre à Napoléon de lancer son grand chantier politique, et il va poser les bases de l'État moderne, et même aussi fonder des institutions qui existent encore de nos jours, ce que Napoléon appelle d'ailleurs lui-même des masses de granit. Parce qu'en fait, il considère, il emploie une image assez littéraire, il considère que la société française est très mouvante, très instable, donc le moindre vent, le moindre courant peut déstabiliser la France, et donc il veut poser sur cette plage des blocs de granit, donc des nouvelles fondations, des nouveaux piliers. Alors c'est connu et à retenir, je vais en citer quelques-uns. Il y a tout d'abord sa grande œuvre sociale, on va dire, la création du Code civil. Attention, c'est pas le Code pénal. Un code pénal qui, évidemment, lui, juge les crimes et délits. Le code civil, lui, c'est un ensemble de lois qui définit les droits civils des individus. Donc, c'est tout ce qui est lié au mariage, à la filiation, l'héritage, la propriété, donc tout ce qui concerne les rapports entre individus. On l'appelle aussi le code Napoléon. Donc, le code civil est bien sûr toujours valable de nos jours, même s'il a été amendé, et il est aussi valable dans certains pays, notamment en Allemagne, où il était imposé par Napoléon. Alors, autre masse de granit,
on a la création des préfets, donc bien sûr à la tête des départements, donc ils sont désignés par le pouvoir hein, et au gouvernement actuellement, et ils représentent le gouvernement et aussi évidemment s'assurent de la sécurité publique, donc la création des préfets, sachant que les départements avaient déjà été créés évidemment en 1790. C'est aussi la création de la Banque de France et de la Cour des comptes. Donc l'idée voilà de contrôler quand même le budget de l'État. Donc la Cour des comptes évidemment existe toujours, hein, elle fait des rapports tous les ans sur les comptes publics. On a également la création d'une monnaie stable, le franc germinal, hein, du nom du mois révolutionnaire où cette loi a été promulguée. Et aussi, et ça vous concerne, la création des lycées ainsi que du baccalauréat. Évidemment, l'idée étant de former une nouvelle élite de fonctionnaires ou de militaires au service du régime. Donc voilà pour ces masses de granit, ces fondations qui, pour la plupart, existent toujours dans notre France contemporaine. En grand 3, on va voir la paix intérieure et extérieure. Alors, Bonaparte montre au départ une volonté de réconciliation nationale. Il veut mettre fin aux troubles de la Révolution, au climat de guerre civile, et il met fin à la révolte de Vendée, hein, qui avait commencé vers 1793-94, si ma mémoire est bonne, qui avait abouti à des massacres terribles. Hein, voilà, on compte centaines de milliers de morts de civils vendéens ou bretons tués par les armées révolutionnaires. Donc Bonaparte finit par négocier et mettre fin à la révolte royaliste hein, de la Vendée, sachant que cette région était aussi très attachée au catholicisme. Et ensuite, d'un point de vue international, il va conclure un accord de bonne entente avec le pape, ce qu'on appelle le Concordat. Parce qu'on sait bien sûr pendant la Révolution, les rapports étaient très tendus entre la France et la papauté, qu'à un moment, on avait voilà, accaparé les biens de l'Église, qu'on avait fait des curés des fonctionnaires de l'État. Donc évidemment, tout ça avait créé des scissions très fortes entre l'État français et la papauté. Et donc il finit par faire un accord de bonne entente, ce qu'on appelle le Concordat. En clair, alors il y a quand même une idée que le catholicisme n'est plus la religion d'État, donc il y a quand même voilà un acquis de la Révolution qui est conservé, mais la liberté de culte est garantie, sachant quand même que les évêques sont nommés par Napoléon Bonaparte, donc par le premier consul. Donc voilà, en tout cas ce concordat sera une bonne entente, on va dire, entre la France et le pape, va durer pendant un siècle, hein, jusqu'à la séparation de l'Église et l'État en 1905, donc on reparlera dans plusieurs semaines. Donc voilà pour la paix intérieure. Maintenant, voyons la paix extérieure. Donc en 1801, il y a une paix qui est conclue avec l'Autriche. Donc ça, c'est lié bien sûr à la guerre en Italie, parce qu'en 1801, Napoléon est victorieux à Marengo, donc contre les Autrichiens. Ce qui va donner en gros aux Français le contrôle de l'Italie du Nord, hein, où j'avais dit tout à l'heure, les Français vont fonder ce qu'on appelle les républiques sœurs. Donc voilà, en tout cas, paix avec l'Autriche. Une paix provisoire, mais bon, en tout cas, paix avec l'Autriche, à l'issue de la bataille de Marengo en Italie. Ensuite, 1802, c'est la paix d'Amiens. C'est une paix qui est conclue avec l'Angleterre, paix là aussi provisoire, mais à savoir, et c'est quand même une tâche sombre, on va dire, dans l'histoire de Bonaparte, c'est qu'il va faire rétablir l'esclavage dans les colonies des Antilles, sachant que bah évidemment, les planteurs ont besoin de main-d'œuvre, hein, et qu'il est poussé à ça d'ailleurs par son épouse, Joséphine de Beauharnais, qui est la fille de planteurs martiniquais. Et donc, qui est voilà, elle a un certain rôle auprès de Napoléon, il a un peu de rôle de conseillère, elle est très bien introduite dans les milieux parisiens, voilà, et elle va le pousser à rétablir l'esclavage dans les colonies. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, ça faisait un moment que ça durait, mais Haïti, colonie française, s'était révoltée, les esclaves noirs commandé par un officier qui s'appelle Toussaint Louverture, un officier noir. Hein, donc Haïti devient indépendante en 1804 et c'est donc la première république noire libre du monde, hein, en tout cas fondée par d'anciens esclaves, sachant que Toussaint Louverture, lui, a été arrêté, jeté en prison en France, qu'il est mort en prison en France, mais ça n'empêche pas l'indépendance d'Haïti. Donc voilà pour cette première séance sur les caractéristiques du régime du consulat. Donc comprenez bien, c'est toujours la République, mais c'est un régime autoritaire et c'est une transition vers le régime impérial.
Voilà, à tout de suite.